Mardi 7 janvier 2025, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, le premier Conseil des ministres de 2025 se tiendra demain. La présidence de la République indique dans une publication sur sa page Facebook que ce premier Conseil est à suivre en direct sur les chaînes audiovisuelles publiques demain 8 janvier à partir de 16h. Poursuivant les informations, le terrassement de 40 km sur les 80 km du premier tronçon de l'autoroute reliant Antananarivo-Tuamas n'est actuellement achevé. Le ministre des Travaux publics a confirmé que le budget nécessaire pour finaliser ces 80 km est déjà prêt pour 2025 et des négociations avec les investisseurs et partenaires financiers ont déjà commencé pour le deuxième tronçon, long de 180 km. Plus de détails avec Radou. Les travaux progressent conformément aux objectifs fixés. En effet, le terrassement de 40 km sur les 80 km du premier tronçon de l'autoroute reliant Antananarivo-Tuamas est achevé. Sur ces 40 km, certaines sections ont déjà une couche de fondation, tandis que d'autres disposent d'une couche de base, outre les infrastructures routières en cours de construction également le long de l'autoroute. Les différents équipements qui seront installés immédiatement sont aussi visibles sur place. Tout cela a été constaté lors de la visite sur terrain du ministre des Travaux publics pour constater l'avancement des travaux de cette autoroute. Pour garantir le bon déroulement des travaux, le ministre a annoncé des visites mensuelles régulières des travaux cette année. Ces visites permettront de superviser les travaux et de veiller au respect des délais et de la qualité de l'exécution. Par ailleurs, le budget nécessaire pour finaliser ces 80 km est déjà prêt pour 2025, a assuré le ministre de tutelle. Il a également affirmé que les négociations avec les investisseurs et partenaires financiers pour le deuxième tronçon de 180 km ont déjà commencé. Lors de cette visite, des consignes ont été données à l'entreprise Samcrit afin d'accélérer les travaux et de respecter les délais fixés pour l'achèvement de l'autoroute Antananarivo-Tuamas. Jean-Luc Renjiamiaoch, informaticien au sein de la CENI, a été placé en détention provisoire hier pour 3 chefs d'inculpation selon les déclarations du procureur du tribunal de première instance d'Anous, Hinarin Janavan Rakutniain. Aujourd'hui, il risque une amende allant de 1 million à 100 millions d'ariars et une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. Rudzoukhissel Rakutmalal nous en dit plus. Introduction illégale sur le site de la CENI le 21 décembre dernier, accompagnée d'une piratage des résultats des élections municipaux provisoires publiés par cet organe indépendant chargé des élections en faveur du candidat Tudzura Valmanan avec 42,21% des voix contre 43,24% pour Arlal Ramanantsu, incitation de la population à se soulever contre le gouvernement et l'entreprise Jirama. Ce sont des accusations qui ont conduit à l'incarcération de Jean-Luc Renjiamiaoch en détention provisoire à Tanmour après son audition d'hier à Nous. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de cette audition, confirme la procureure générale auprès du tribunal de première instance d'Anous, Nari Janaval Rakutniain. Il risque une amende allant de 1 million à 100 millions d'ariars pour ces accusations, ainsi qu'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans, selon toujours la procureure. Il est à rappeler que Jean-Luc a été arrêté le 22 décembre dernier. Ensuite, comme l'a annoncé le président Anji Radzuel en fin d'année, la solution au problème d'approvisionnement en eau à Antananarivo et d'autres villes sera prioritaire. 2025 sera l'année du démarrage de grands travaux pour apporter des solutions durables, selon le défi lancé par le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, ou PAEP, financé par la Banque mondiale, et le projet Jirama Dana Water Free, financé par la Banque européenne d'investissement, ou BEI, et l'Union européenne. Cela comprend la construction de différentes infrastructures, la réhabilitation de différents canaux et équipements. Plus de détails avec Mervoula Sferen sur les images de Braz Denilson. 300 000 m3 par jour, c'est le besoin en eau d'Antananarivo et ses environs. Dans la situation actuelle, il existe un gap de 100 000 m3 par jour. Comme l'a déclaré le président de la République en fin d'année, le gouvernement cherche une solution et doit trouver une solution pour combler ce manque.
Aux solutions à court terme qui ont été mises en œuvre s'ajoutent des solutions à long terme comme l'installation de stations de production et de traitement d'eau ou la rénovation des infrastructures d'eau à Mournakoun, le renforcement de la réhabilitation des équipements existants comme la rénovation de 64 km de canaux. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, financé par la Banque mondiale à hauteur d'environ 220 millions de dollars, sera chargé de la mise en œuvre de cet immense chantier, des travaux qui débuteront en 2025 et qui dureront jusqu'à 20 ans, voire plus. D'autre part, le projet Tana Water Free, qui se concentre entièrement sur l'approvisionnement en eau d'Antananarivo, est un projet financé par la Banque européenne d'investissement, ou BEI, et l'Union européenne pour un montant de 65 millions d'euros. Ce projet vise également à améliorer l'approvisionnement en eau à Antananarivo en se concentrant sur l'augmentation de la production d'eau et l'amélioration du réseau qui apporte l'eau potable auprès de chaque foyer de la capitale, notamment dans la partie est d'Antananarivo. L'un des principaux projets qui est prévu être achevé en 2025 est la construction de la station de production d'eau d'Amournakoun qui peut produire jusqu'à 50 000 m3 d'eau par jour. Dans le cadre du projet PAEP, financé par la Banque mondiale, il existe un département qui travaille directement avec le ministère de l'eau et de l'assainissement pour mener les activités liées à la fourniture d'équipements dans les 7 régions les plus touchées par les cyclones. L'un des projets majeurs dont il sera responsable est l'installation d'un grand barrage sur la rivière Mandjaré qui fournira de l'eau potable, de l'eau pour l'agriculture et l'élevage. Ce département mène également les enquêtes sur l'accès à l'eau potable dans les 25 prochaines années et la formation des employés du ministère de l'eau. Par ailleurs, l'aspect technique de la mise en œuvre des grands projets qui apporteront des solutions à long terme aux problèmes d'approvisionnement en eau a été discuté lors d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au sein du bureau du PAEP au village des Jeux d'Akurunjan. Une réunion à laquelle ont participé les responsables techniques du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, du PAEP, de la Jirama et de la Jirama Tana Water Free. L'accélération de la mise en œuvre de ces travaux afin de pouvoir obtenir des résultats concrets et durables pendant 20 ou 30 ans plus tard ont été les instructions données par le ministre de tutelle lors de cette rencontre. Dans la partie sud de Madagascar, les incendies de forêt dans la région d'Anossi se sont multipliés ces derniers temps, selon les statistiques de la Direction régionale de l'environnement et du développement durable. Dans cette localité, 236 hectares de forêt ont été détruits par le feu. Face à cette situation, une réunion urgente de divers responsables de la région Anossi a eu lieu hier pour établir une stratégie efficace afin de préserver la forêt, en particulier les zones protégées. Anna Martina, c'est Sylvain et c'est Anjianapu. Au cours du mois de décembre 2024 et au début de cette année 2025, des feux de brousse et des incendies de forêt se sont succédés dans la région d'Anossi. Hier encore, un feu de forêt s'est produit à Marouamalm sur la route de Fort-Dauphin. La région Anossi est en situation d'urgence actuellement. D'après les informations reçues auprès de la Direction régionale de l'environnement et du développement durable, 236 hectares de forêt ont été détruits par le feu. Ainsi, la réunion d'urgence tenue hier à Fort-Dauphin, avec la participation de divers responsables de la région Anossi, a pour objectif de trouver des solutions permanentes et d'organiser des procédures efficaces pour lutter contre les feux de forêt. En outre, un centre de surveillance a été créé afin d'enquêter et que l'on puisse mobiliser à temps les forces vives en cas d'incendie. Le BNGRC a participé à cette réunion à travers une visioconférence. L'un des points qui a été discuté a été l'équipement lié aux besoins des forces vives locales pour lutter contre les feux de forêt. L'objectif est de lutter contre les incendies, mais surtout d'éviter qu'ils ne se reproduisent, et c'est la raison pour laquelle une commission spéciale qui œuvrera pour cette lutte commune a été créée. Ensuite, il est peu probable qu'il y ait une famine à Madagascar, a déclaré le député élu Ambatou Finadjan. Selon ce dernier, les politiciens de l'opposition ne font que semer des troubles en propageant ces rumeurs insensées. Les agriculteurs continuent de produire divers types de légumes et du riz pour approvisionner le marché intérieur. Le gouvernement, de son côté, les soutient à travers de nombreux projets, a-t-il poursuivi. Jean-Claude Anjiamalal nous en dit plus.
De nombreux projets ont déjà été réalisés par le gouvernement afin d'apporter du soutien aux agriculteurs des zones rurales pour leur permettre de promouvoir leur secteur d'activité, notamment l'agriculture et l'élevage, a déclaré le président de la commission de l'agriculture au sein de l'Assemblée nationale. Il y a eu les projets Vatstim, Asa Avjamirinj et bien d'autres qui ont contribué à alléger les difficultés des agriculteurs. Il s'agit de projets d'urgence car les dirigeants sont conscients des difficultés auxquelles font face ces agriculteurs selon les informations. Le député Richard Azafjabar, aussi président de la commission de l'agriculture au sein de l'Assemblée nationale, a ainsi démenti les rumeurs propagées par certains politiciens selon lesquelles Madagascar fera face à la famine d'ici peu. Il a ainsi souligné que le gouvernement déploie d'énormes efforts pour venir en aide à la population face à l'inflation et au changement climatique qui est un phénomène mondial. Ce député d'Ambatfinajan a déclaré que les politiciens de l'opposition ne doivent pas sous-estimer les agriculteurs ni les instrumentaliser politiquement. Au contraire, ils doivent faire preuve de patriotisme en les aidant au lieu de critiquer les efforts du gouvernement en faveur du monde rural et des personnes vulnérables. Concernant les actualités météorologiques, un système évolue actuellement dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Sa vitesse devrait s'intensifier dans les 4 jours prochains et la partie nord-est et centre-est de la grande île se trouve sur sa trajectoire probable d'après les prévisions de Météo Madagascar. La potentielle tempête d'Ikeledi pourrait représenter une menace directe pour Madagascar à partir de ce samedi. Reportage. Le système qui évolue dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien se trouvait à 3195 km à l'est d'Antala à 9h ce matin. Il continue de se déplacer vers l'ouest avec une vitesse estimée à 22 km/h. Cette vitesse devrait s'intensifier dans les 4 prochains jours et la partie nord-est et centre-est de Madagascar se trouve sur sa trajectoire probable d'après les prévisions. Pour l'heure, les prévisionnistes parlent d'un système dépressionnaire qui se déplace avec des vents maximaux estimés à 45 km/h et des rafales maximales estimées à 65 km/h. La perturbation devrait néanmoins gagner en intensité et devenir une tempête tropicale jeudi dans la matinée et prendre ainsi le nom de Dikeledi. Elle devrait constituer une menace pour les côtes malgaches à compter de samedi et pourrait même toucher terre. Aucun avis de vigilance n'est pour le moment émis par la Direction générale de la météorologie. Néanmoins, les habitants des régions d'Iana, Sava et Ambatsu sont invités à suivre l'évolution des prévisions. Passons à présent aux actualités internationales. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, au plus bas dans les sondages, a annoncé lundi 6 janvier sa démission après des semaines de crise politique dans le pays, aggravée récemment par les menaces économiques de Donald Trump. Près de 10 ans après son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau, âgé de 53 ans, était sous pression de l'opposition, mais aussi de nombreuses personnalités de son parti, inquiètes pour les élections législatives qui se profite. Reportage est signé France 24. La rumeur courait déjà depuis dimanche. Face à la presse, Justin Trudeau confirme. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre. Avec sa démission, le Premier ministre met un terme à une décennie passée à la tête du Canada. Une décision qu'il justifie par les nombreuses critiques au sein de son propre parti. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Fragilisé politiquement, Justin Trudeau a dû composer avec un Parlement paralysé depuis des mois. Dans le même temps, inflation, crise du logement et des services publics frappent le Canada. Autant de mots dont Justin Trudeau est tenu pour responsable par une partie de la population. Une défiance qui lui vaut de dégringoler dans les sondages. Alors que les élections législatives sont prévues pour octobre au plus tard, le Premier ministre accuse un retard de plus de 20 points sur le conservateur Pierre Poilievre, qui n'a pas tardé à réagir à la démission de son rival. Ils ont continué à soutenir Trudeau quand il a fait toutes ces choses. Leur seule objection est qu'il n'est plus assez populaire pour gagner une élection et les maintenir au pouvoir. Ils veulent protéger leur salaire en balayant leur chef détesté sous le tapis quelques mois avant les élections. Autre réaction, celle de Donald Trump.
Lui qui a contribué à aggraver la crise politique avec ses déclarations choc, affirme cette fois que le Canada devrait fusionner avec les États-Unis. Une suggestion que le Parlement, prorogé jusqu'au 28 mars, ne pourra pas étudier. D'ici à la nomination d'un successeur par les libéraux, Justin Trudeau annonce rester en poste. Destination Chine, un puissant séisme a frappé la région himalayenne du Tibet dans ce pays qui a causé des dizaines de morts. Le 6 janvier, le président chinois Xi Jinping a ainsi appelé à tout mettre en œuvre pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que pour soigner les blessés. France 24. Les autorités prévoient d'envoyer 22 000 trousses de secours vers le Tibet. 200 soldats et 1500 pompiers ont également été déployés dans cette région. Xi Jinping a demandé aux autorités de faire tous les efforts possibles pour minimiser le nombre de victimes et venir en aide aux sinistrés. La télévision d'État chinoise a diffusé des images de secouristes qui sont arrivés près des zones touchées. L'épicentre se trouvait près de Shigatse au Tibet. Nous avons vu des bâtiments détruits aussi bien dans le centre-ville que dans les zones beaucoup plus rurales où des maisons entières semblent avoir été totalement écrasées. Des vidéos de surveillance horodatées prises à l'intérieur d'une épicerie ont également été largement diffusées dans lesquelles nous pourrions vraiment constater la gravité des secousses. Yana, vous avez évoqué la question de l'épicentre. Il se trouve dans une zone particulièrement sensible aux secousses sismiques. Tout à fait. L'épicentre se trouvait sur le versant chinois de l'Everest, près des frontières avec le Népal et le Bhoutan. Shigatse, c'est la deuxième ville du Tibet. C'est aussi l'un des lieux les plus sacrés car elle abrite plusieurs monastères. C'est le siège traditionnel de l'un des principaux chefs spirituels du bouddhisme tibétain. C'est aussi une région souvent victime de séismes. En 2015, juste de l'autre côté de la frontière, un séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé le Népal, tuant près de 9000 personnes. Et bien sûr, en 2008, au Sichuan, la province chinoise située juste à l'est du Tibet, environ 90 000 personnes ont perdu la vie. Donc, le tremblement de terre de ce mardi a été le plus puissant depuis 5 ans dans la région. Et en France, le 11 janvier 2015, quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercaché, la plus grande manifestation jamais recensée en France avait lieu. Plus de 4 millions de personnes étaient descendues dans les rues pour dire non au terrorisme. Et 10 ans après, que reste-t-il de l'esprit de Charlie? France 24. 11 janvier 2015. 2 millions de Français battent le pavé parisien pour dire non au terrorisme. Capucine Cosse avait 13 ans. Accompagnée de sa famille, elle avait tout de même peur qu'un terroriste ne surgisse. Mais aujourd'hui, elle se souvient que les slogans autour d'elle la rassuraient. Surtout Charlie, Charlie partout, je suis Charlie, où est Charlie? Nous sommes Charlie. C'était un beau moment, je pense que c'était la première fois que j'avais vécu ce sentiment d'être française et de vraiment le comprendre. Car dans la foule unie des anonymes de toutes conditions, des enfants, la fraternité des représentants de tous les cultes et du jamais vu, des Français qui disent merci aux forces de l'ordre. Antoine Pluche et Elisabeth Bossier n'avaient jamais lu Charlie Hebdo. Mais aujourd'hui, ils se rappellent qu'ils voulaient être dans la rue, le cœur battant à l'unisson des millions d'autres. J'étais dans une partie de la manifestation relativement très silencieuse. Il y avait une union et une communion. Ce qui comptait, c'était l'envie d'être ensemble. Et je dirais même que c'est ce qui avait le plus de valeur. On avait besoin de créer un espoir commun. L'espoir de sanctuariser la liberté d'expression symbolisé par les caricaturistes de Charlie Hebdo. L'espoir d'un avenir meilleur à l'image de ces chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier, main dans la main. Mais 10 ans ont passé, et pour Antoine Pluche, l'esprit du 11 janvier s'est évaporé. Il y avait une illusion de, après un événement aussi atroce, de se dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'être ensemble et de tout faire pour être ensemble.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt chacun qui tire la couverture vers soi. Capucine Cos, elle, garde toujours espoir. Dans les moments difficiles que notre pays peut traverser, la France a toujours ce besoin un peu viscéral de se rassembler, d'être ensemble, comme cet été pour les Jeux Olympiques. Elisabeth Bossier a voulu jouer du Vivaldi. Comme une prière pour les victimes d'hier et d'aujourd'hui. On aurait tendance à oublier l'insupportable, mais on ne le doit pas. Et je pense qu'on a un devoir de mémoire, oui. 10 ans après, ils se sentent toujours Charlie, envers et contre tout. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.